au contexte d'un double webinaire sur le cadre du réemploi. Donc en fait, on voit que le réemploi s'insère de plus en plus dans la pratique des architectes en Belgique. La Belgique qui est plutôt assez exemplaire dans ce cadre-ci. Mais certaines zones d'ombre subsistent, ou en tout cas certaines parties du cadre du réemploi sont plutôt inconnues. Et donc, nous avions décidé de réunir plusieurs types d'intervenants. Donc, nous avons eu, la dernière fois, nous avons eu Coliseum, qui était un collecteur et un revendeur de matériaux de réemploi, qui faisait également donc de l'accompagnement par rapport ces matériaux de réemploi. Nous avons eu une intervention de Karine Ernaux de chez Seco, qui nous a parlé de leur initiative de Safety and Circularity, ce qui nous a permis de tracer déjà un petit peu un cadre. Et alors ici, aujourd'hui, nous allons parler nous allons continuer finalement d'étendre ce cadre, et nous allons parler avec nos deux intervenants un peu plus de la responsabilité dans le réemploi de l'architecte. Et aussi, nous allons avoir une expérience, finalement, un retour d'expérience de terrain, entre guillemets, avec le projet de l'Institut de botanique de l'ULG. Euh, Peut-être qu'avant de laisser place aux intervenants, je vais refaire un retour sur euh, qui est la cellule organisatrice de ce webinaire. Donc, moi, je suis facilitateur à l'Union wallonne des architectes. Nous sommes une fédération professionnelle et nous nous chargeons de former, informer, de faire de la veille réglementaire. Nous participons à différents comités sur l'architecture publique, et nous réalisons également différents types d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que nous essayons d'aider des structures d'architectes à travers un accompagnement sur plusieurs semaines, et nous essayons donc de les familiariser avec des pratiques plus durables. Ça, c'est pour la partie facilitation environnement. Et nous avons également une cellule de facilitation numérique, donc pour introduire des nouveaux outils dans la pratique de ces structures. Alors, bonjour Anne-Françoise, est-ce que tout marche de votre côté? Je pense, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de partager votre écran? Je vais vous donner les autorisations Zoom, peut-être, pour partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Alors, Monsieur Christian, est-ce que ça vous dérange finalement si Anne-Françoise présente, comme c'était Il n'y a l'ordre pas un de petit souci. peu... Super, ça va. Donc, Anne-Françoise Maric, donc, qui est ingénieure architecte et docteur. Donc, elle a participé à la rénovation énergétique et patrimoniale donc, de l'Institut de botanique, comme vous le voyez ici. Et voilà, on espère qu'à travers sa présentation, on aura un retour d'expérience de tout ce que ce projet a pu demander. Donc voilà, ici, je lui laisse la place. Merci, et merci pour l'invitation. Merci. Voilà, donc il nous a été demandé ici de présenter un retour d'expérience de la rénovation énergétique et patrimoniale d'un des bâtiments du patrimoine de l'Université de Liège. Donc c'est un projet qui s'est déroulé dans le cadre d'un programme européen donc, qui a visé à la rénovation énergétique exemplaire d'une dizaine de bâtiments sur le campus, mais la particularité du B22 est que les questions de réemploi ont été particulièrement poussées dans le cadre de ce projet. Donc, je vais présenter les grandes lignes du projet, comment on en est venu au choix de matériaux de réemploi, et puis un retour d'expérience sur notre tour pratique par rapport aux objectifs, mais aussi aux contraintes liées actuellement par rapport à ces matériaux de réemploi. Donc, l'Institut de botanique, c'est un bâtiment construit à la fin des années 60, une œuvre de Roger Bastin, donc témoin de l'architecture moderniste de cette époque. C'est un bâtiment qui a une géométrie forte, une texture forte, faite de béton banché, dont on lit encore dans les photos d'origine, mais les traces des planches de sapin qui ont servi au coffrage, donc un édifice qu'il convient de comprendre et de respecter dans le cadre de toute intervention.
Donc, ce bâtiment, il est situé sur le campus principal de l'Université de Liège, donc le Sartillement, dans un contexte essentiellement boisé, avec pas mal d'autres édifices du même type sur lesquels on mène également des projets de rénovation. Donc, comme je l'ai dit, bâtiment emblématique d'une certaine époque, donc il n'est pas classé, mais il est listé pastillé à l'inventaire du patrimoine. Donc, toute intervention nécessite, à notre sens, au niveau de l'équipe de projet, une analyse approfondie pour pouvoir faire les choix les plus opportuns par rapport au respect de l'existant de l'architecture d'origine. Donc, cet état de la situation, on l'a porté essentiellement sur 3 aspects, tout ce qui concerne l'architecture et les techniques. Deuxième champ d'analyse qui est l'état sanitaire du bâtiment, puisque après 50 ou 60 ans de vie sans intervention lourde, c'est un bâtiment qui nécessite une intervention conséquente pour lui permettre de continuer sa vie sur plusieurs décennies, et une analyse énergétique, puisque dans le cadre du projet qui a partiellement financé les études et les travaux, donc on était tenu à des réductions assez exemplaires des consommations énergétiques. Et puis globalement, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est un élément évidemment sur lequel nous portons une très grande attention. Donc l'analyse architecturale et technique, sans rentrer ici dans les détails, elle a été faite sur base des données d'archives pour comprendre les concepts qui ont été mis en œuvre par l'architecte à l'origine. Donc un volume qui paraît monolithique, très brut de prime abord, mais quand on va dans le détail de l'analyse, une série de subtilités à prendre en compte dans le cadre du projet de rénovation. La grosse question, dès lors qu'il s'agit d'isoler un bâtiment de cette époque et de ce caractère, et on est très vite arrivé à la conclusion que l'isolation par l'intérieur n'était pas une option à retenir pour des questions d'efficacité, de pont thermique, mais aussi parce que donc le bâtiment, pendant les 2 ans de travaux, devait rester entièrement en activité de recherche, de laboratoire en botanique, en biochimie, et activité d'enseignement. Donc, une grosse dynamique s'est articulée autour de comment intervient-on donc, par l'extérieur sur un bâtiment qui présente une texture en béton marquée, une géométrie forte. Au niveau sanitaire, je le disais, un état des bétons qui est relativement mauvais, puisque la végétation a entraîné pas mal de dégradation dans les bétons. Des épaufrures, une remise en peinture partielle qui a été effectuée, mais qui n'a pas donné de résultat. Toujours l'impact ici de la végétation. Au niveau énergétique, donc on a commencé par la réalisation d'un audit qui a permis d'identifier les postes les plus consommateurs. Donc ici, très clairement, et comme pour l'ensemble de nos bâtiments, ce sont les déperditions via l'enveloppe, toiture, châssis, vitrage, murs, qui sont les postes les plus consommateurs, donc ceux sur lesquels il a été décidé de porter une attention prioritairement dans le cadre de ce projet de rénovation énergétique. L'audit a permis de tester toute une série de pistes d'intervention, de dresser des scénarios, et au final, en termes d'aide à la décision, de nous orienter vers le choix d'un scénario. Le choix qui a été porté s'est fait sur le scénario le plus existant, le plus exigeant, pardon. Donc avec une rénovation complète de l'enveloppe, isolation des toitures, isolation des murs, remplacement des châssis, isolation des dôles de sol, remise en service d'une ventilation énergétique, relamping dans les couloirs et les sanitaires, et puis une série d'interventions plus ponctuelles de type calorifugage, revamping ou autre. Donc l'audit a permis de dresser piste par piste et puis scénario par scénario les impacts attendus en termes de consommation d'énergie, et donc au final de pouvoir défendre la réalisation d'un scénario qui mène à une économie en termes de chaleur de 79% et une économie en termes d'électricité de l'ordre de 16%, puisque tout ce qui est process, chambre froide ou autre n'est pas traité ici dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc globalement, le projet devait mener à une réduction des consommations d'énergie primaire de 32%. Les travaux sont terminés depuis 4 ans, et les comptages qui sont réalisés in situ confirment l'obtention des résultats attendus.
Donc, comme je le disais en introduction, dès lors que ce choix d'isoler par l'extérieur est posé, c'est poser la question du matériau à utiliser pour revêtir ce bâtiment et cet isolant, et notamment toute la question de la texture du futur revêtement. Donc le béton d'origine du bâtiment, il est très présent, il est très marqué par les traces de pain. Et donc au fil des études, cela nous a mené vers l'option de pouvoir revêtir le bâtiment rénové de planches de bois de réemploi, mais qui présentent également cette texture fort marquée. Et donc en quelque sorte, de revenir à une image inverse de celle d'origine, où on avait un béton marqué par du béton qu'on vient remplacer par ces planches en bois de réemploi très, très veinées. Donc évidemment, une des premières difficultés liées à l'usage d'un matériau qui n'est pas normalisé, qui n'est pas utilisé couramment et certainement pas à grande échelle, puisqu'ici on parle de 2600 mètres carrés de bardage, ça a été de pouvoir tester le matériau, de pouvoir comprendre comment il vivait, comment il devait être mis en œuvre pour assurer la pérennité de l'intervention. Donc toute une série de prototypages ont été réalisés en collaboration avec une menuiserie. Et ont finalement permis de prescrire de façon adéquate le matériau à mettre en œuvre, avec ici une photo en petit du bâtiment existant dans les années 70, et puis du projet finalisé il y a quelques années. Donc un très gros travail au niveau de la conception, mais pour régler bien avant le cahier la mise en adjudication tous les détails techniques. Donc tous les détails ont été produits, testés au dixième, puisque en tant qu'institution publique, on est sous mot marché public. Et une des grosses craintes, c'était que l'entreprise ne puisse pas suffisamment maîtriser le matériau ou la façon dont on veut le mettre en œuvre, et donc que les prix particulièrement explosent, ce qui n'a, on le verra par ailleurs, donc au final pas été le cas. Donc voilà quelques exemples, photos d'illustration du projet terminé avec la mise en œuvre de ce bardage. Donc notre retour d'expérience, particulièrement sur ce projet-là au B22, ça a été une opération qui est relativement visible, dans le sens où c'est une des premières opérations de réemploi à grande échelle en Belgique, avec 2600 mètres carrés de bois de réemploi. Mais cette logique-là de réemploi et d'utilisation parcimonieuse des bâtiments, c'est quelque chose qu'on a aussi défendu de façon plus ponctuelle dans le projet et dans tous les projets que nous sommes amenés à gérer, donc particulièrement pour le B22, avec également le démontage, le nettoyage et la repose de pavés pour les abords in situ et sur d'autres bâtiments de notre campus. Le démontage, nettoyage, repose de lambris métalliques en toiture, l'utilisation également de bois de réemploi pour la terrasse extérieure, et la récupération des conduits de ventilation pour la mise en œuvre du nouveau système. Et plus largement, une option forte de la politique infrastructure de l'université, c'est aussi avant toute autre chose de rénover son patrimoine plutôt que de démolir, reconstruire ou construire ailleurs, ce qui, à notre sens, aussi la première et certainement une des plus importantes notions de réemploi. Donc, dans le cadre du même projet européen, on a également développé l'usage de matériaux de réemploi sur un autre bâtiment, le B6D, qui est le bâtiment qui est illustré ici sur les photos, où la même analyse de l'existant a été faite et a mené au choix d'un panneau d'isolant revêtu de déchets de pierre. Donc pour ce bâtiment-là, on est parti d'un matériau avec un ATG existant qu'on a dérivé. Plutôt que d'utiliser des panneaux de pierre, on a utilisé les déchets de pierre de carrière qui ne sont plus utilisés dans la construction pour faire un nouveau panneau, mais qui répond à nos besoins et à nos attentes en matière de projet. Et donc, dans ce bâtiment-là, nous avions mis à charge de l'entreprise la production d'un ATG sur le nouveau produit, sur base de l'ATG existant pour le produit de base, donc notamment avec des tests en laboratoire pour tout ce qui est réaction au feu. Et l'entreprise donc, a souhaité, pour couvrir son risque, ici, prendre une assurance complémentaire par rapport à ce matériau et à la garantie décennale.
Donc dans la suite de ces 2 projets, nous avons obtenu récemment des subsides pour de la rénovation énergétique de 5 nouveaux bâtiments, où on continue donc la mise en œuvre de façon un peu plus poussée de ces questions de réemploi, où notamment maintenant, donc systématiquement, préalablement aux études, on fait réaliser un inventaire circularité qui permet d'inventorier tous les matériaux qui seront démontés, de les classer, de les quantifier, ce qui permet de faciliter leur utilisation ou leur réutilisation ultérieurement. Des séries d'options de réemploi deviennent relativement courantes dans nos dossiers, donc que ce soit la récupération de couvre-murs pour des abords, la récupération, nettoyage, repose de briques, le reconditionnement d'éléments de finition intérieure dans d'autres sites, ou la récupération de tacs d'égout, de tubes, de boilers qui sont mis en stock et qui sont réutilisés par nos services internes dans le cadre de la maintenance quotidienne. En termes de contraintes, de difficultés et de limitations liées à notre expérience du réemploi jusqu'à présent, on peut citer divers points. Donc, d'abord, la difficulté de mettre en adéquation l'offre et la demande, à la fois en termes d'objets, de matériaux, en termes de planning surtout, et en termes de budget, avec parfois la conclusion de l'absence de demande ou de marché pour des éléments qu'on aurait souhaité réemployer. Donc, c'est le cas particulièrement dans le cadre de la rénovation d'amphithéâtres, où on avait 600 sièges d'amphithéâtre en bois. On pensait pouvoir trouver un potentiel pour les réutiliser, mais après maintes recherches et consultations d'experts, on en est venu à la conclusion qu'il n'y avait aucune demande pour ce type de produit. Une autre contrainte, c'est la problématique de l'amiante, qui est très présente dans les bâtiments des années 60-70, et de la durée de vie des matériaux, puisque après 50 ou 60 ans, il faut aussi pouvoir se dire que certains matériaux ne sont plus aptes à être réutilisés ou réemployés. Une des grosses questions dans le cadre du premier projet, le B22, qu'on a mené, était celle des marchés publics, puisque il faut décrire de façon précise, explicite, des matériaux qui ne sont pas normés. Il faut pouvoir aller chercher les garanties nécessaires, alors que le cadre juridique est peu ou pas encore adapté. Donc ici, nous, notre option, ça a été de monter un dossier technique extrêmement documenté, de faire des prototypes qui permettaient de garantir la faisabilité pour réduire au maximum le risque tant de notre côté que de celui de l'entreprise qui a fait les travaux. En termes de planning, des durées additionnelles à prendre en compte liées à la production ou à l'adaptation d'ATG, de tests au feu ou autres. Des surcoûts éventuels liés aux assurances que les entreprises notamment peuvent exiger. Parfois des réticences au niveau des entreprises de construction, donc qui sont encore souvent dans une optique où c'est plus facile de jeter, d'acheter du nouveau et de placer que de réemployer. Donc là, il y a tout un travail de nos équipes techniques derrière pour que les objectifs qui ont été posés au départ soient réalisés, même si évidemment ça entraîne des contraintes particulières. La non-maîtrise de l'image, puisque dans le cas du B22, il n'y avait aucun stock existant de 2600 mètres carrés, donc le matériau est arrivé en fonction des disponibilités de différents producteurs en Europe et en Europe de l'Est, avec parfois des textures différentes, des couleurs différentes. Mais le choix a été fait de prendre le matériau comme il venait, de le poser avec le moins de chute possible, et donc d'accepter de ne pas être dépendant de l'image, ce qui peut aussi être un point très, très positif à notre sens. Lié à cet élément-là, la disponibilité des matériaux en chantier, puisque l'entreprise aussi a dû faire preuve de beaucoup de flexibilité et pour s'adapter à la mise en œuvre en fonction des plannings d'arrivée des différents lots. Et la question du budget, puisque le réemploi n'est pas ou n'est pas toujours une économie, ni en termes de temps ou durée d'intervention, ni en termes budgétaires. Mais voilà, c'est une option qui, nous, à notre sens, est importante à être porté, et plus le nombre de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre qui iront vers ces matériaux-là sera important, plus les prix a priori devraient s'adapter à la baisse. Mais au final, notre expérience, c'est aussi et surtout que le réemploi offre des enjeux intéressants et importants pour l'ensemble des acteurs de la construction, des concepteurs aux entreprises. Donc, voilà pour mon intervention, et donc je suis à votre écoute si vous avez des questions sur ce projet.
Un grand merci pour cette présentation extrêmement riche et dense en informations. Je pense qu'on pourra peut-être débriefer tout ceci dans la suite du déroulement ici du webinaire où on pourra répondre aux questions donc à la fin de la deuxième intervention. Euh, Moi, j'ai déjà ciblé quelques petits concepts très intéressants dont je voudrais peut-être qu'on développe un petit peu plus. Mais avant tout, nous allons maintenant écouter deux intervenants de chez Arco, donc Monsieur Steven Delman et Christian Pauque, qui vont nous présenter donc une présentation sur la responsabilité de l'architecte euh, dans le réemploi la mise en œuvre d'éléments de réemploi, notamment, si j'avais bien compris, pour le gros œuvre. Alors, je vais passer donc le flambeau Permet, bonjour. à Monsieur Christian Pauque. Bonjour. Oui, bonjour. Je trouve l'exposé très intéressant et fort passionnant. On sent effectivement que le maître, l'architecte s'est investi profondément dans la quête de nouveaux produits, de nouveaux débouchés par rapport aux problèmes. Et je vais essayer de manière succincte de faire le pendant de cette réalisation par rapport à la question de l'assurabilité des produits de recyclage et de réemploi. Parce qu'il y a deux distinctions importantes à faire. C'est effectivement, j'ai fait un petit... attendez, j'ai fait un Page sous petit forme. PowerPoint. J'ai pas fait une offre officielle, Billwise. Je ne sais J'ai pas pas si fait vous parce le que je sais pas si voyez. c'était OK pour eux. Non, alors il faut que vous repartagiez votre En fait, j'ai écran. fait Alors, un une instant. proposition de prix, Et mais maintenant je j'adore. peux la mettre en forme officiellement pour faire une offre officielle. Alors, Mais je nous pense qu'il faut avons d'abord un discuter avec eux parasite de l'idée du audio. prix. J'ai Je fait vais par. essayer de... Hop, voilà. Zoom. Hop. Partager. Voilà, nous voyons votre écran et votre présentation. Donc, effectivement, je vais examiner la question sur principalement le réemploi, dans la mesure où il faut d'abord toutefois se poser la question sur deux volets. Oui, oui, c'est le bon. Hop, 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 hop. 30 secondes. Bon, ouais, c'est celui-là peut-être. Voilà. Vous voyez, effectivement, nous, on est encore au stade un petit peu brouillon de la mise en page et de l'analyse du dossier. Euh, il y a effectivement une importance à resituer ou à faire le distinguo entre recyclage et réemploi. Recyclage est effectivement, on récupère des produits de construction d'anciens chantiers et de ce fait, on les récupère, on les décompose et on les recompose dans d'autres matériaux qui, eux, obtiennent un ATG ou un agrément et obtiennent automatiquement une garantie. Il ne le voit pas? Hop. Si, Attendez. nous voyons votre présentation. Il n'y a pas de Vous souci. voyez la présentation? OK. Oui. Si, c'est en rouge. Attends. Vous voyez les titres en rouge? Non, ici on voit la slide, le réemploi des matériaux et l'assurabilité. Hop, 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 hop. J'adore. Alors peut-être que vous avez partagé, pas votre écran, mais un seul des logiciels qui est ouvert, et donc peut-être que ce serait plus facile si vous partagiez votre écran, comme ça on verra exactement la même chose que vous. Faut-il encore réussir à le partager, mon écran? Alors. C'est les aléas du direct. Voilà. Ça, c'est vraiment les aléas.
Non, excusez-moi, mais on n'y arrivera pas. Sinon, vous pouvez, enfin, peut-être que si vous avez votre présentation devant les yeux, on peut vous écouter et alors Oui, ok, on va faire comme on ça, oui. redistribuera alors la présentation si ça ne marche pas bien ultérieurement. Voilà. Le réemploi des matériaux des codes de construction est dans une pratique de plus en plus courante qui consiste à récupérer, recycler et réutiliser des matériaux provenant de démolition, rénovation et éventuellement des surplus de chantier. La démarche vise donc à réduire les déchets, préserver les ressources, ça tout le monde s'en accorde, diminuer l'empreinte carbone et mettre en place des éléments pour, le cas échéant, favoriser l'industrie de la construction. Cependant, la pose de défi, la pose de recyclage et de la récupération de matériaux pose manifestement des problèmes au niveau, en tout cas une remise en question par rapport à l'assurabilité et par rapport à la matière euh, du projet en tant que tel. Il faut savoir effectivement faire la distinction entre le réemploi et l'implication au niveau de l'assurance. On verra quelle est l'incidence au niveau de la garantie vénielle et la garantie décennale d'un volet et la récupération, le recyclage de produits de construction tels que les graviers, le sable, les vitrages, le châssis des PVC, l'aluminium, etc., qui, eux, subissent une transformation de la matière en tant que telle pour récupérer, le cas échéant, leurs caractéristiques de première ou, comme on a le projet à Liège au niveau du Sartillement, la recomposition de produits qui obtiennent un ATG, qui ont une garantie décennale inévitablement par la suite. Et donc, quelque part, ce type de mise en œuvre ne pose absolument aucun problème au niveau de la garantie décennale et donc ne soulève même pas du tout la question de l'assurabilité en tant que telle par rapport au projet. Ceci étant, c'est un volet qui rentre dans l'industrie de la construction et qui nécessite, le cas échéant, qu'il y ait un marché pour pouvoir promouvoir ce type d'exécution. Il est entendu que nous mettons tout en œuvre au niveau de l'ARCO pour essayer de promouvoir au niveau de législation, au niveau d'agréation, les éléments pour faire en sorte que ce volet-là soit largement sujet à promotion de la part de constructeurs ou d'industries. Quelque part, on salue le projet de récupération du bois, du bardage ou de récupération de la pierraille pour faire le bardage recomposé en béton reconstitué. Ce sont des projets intéressants, mais vous verrez que nous parlons à ce niveau-là par rapport à l'enveloppe du bâtiment. Se pose la question là maintenant de la question du réemploi en tant que tel. Il y a effectivement les collectes de matériaux qui ont leur nature, par rapport à leur nature et leur origine, qui a son importance. On l'a très justement soulevé. Quand on fait une déconstruction d'un bâtiment, il faut penser également au tri dans la mesure où tous les produits de la déconstruction ne sont pas réutilisables. Et donc, il y a de la main-d'œuvre, il y a une volonté à mettre en place pour faire le tri des matériaux, de ceux que l'on pourrait envisager de les récupérer et ceux qui, in fine, ne sont malheureusement pas réutilisables du tout, ou en tout cas pas directement dans le projet que l'on cherche à promouvoir dans le nouveau projet d'architecture.
Donc, il y a la question du tri et il y a une question également de sa collecte. Comme on a pu l'entendre, il y a des planches qui arrivaient du fin fond de l'Europe. Ça peut effectivement affecter la mise en œuvre. On peut accepter effectivement une disparité dans l'unité ou dans l'habillage de l'enveloppe, mais ça peut également poser indirectement des problèmes au niveau du délai d'exécution, dans la mesure où on a en général des projets où il y a une durée qui est contractuelle, notamment par rapport aux marchés publics, où ce volet-là doit être clairement défini d'emblée. Il y a aussi donc tout ce qui est, une fois qu'on aura fait la distinction, il y a des produits que l'on peut remettre en œuvre sans transformation et des projets, il y a des produits qu'on doit transformer. Ceux qui sont sujets à des transformations doivent obtenir quelque part un label de qualité, parce qu'il ne s'agit pas de remettre en œuvre des produits qui sont, entre guillemets, vétustes ou qui sont manifestement en fin de vie et où le maître d'ouvrage, par esprit d'économie, veut quelque part obtenir cette remise en œuvre et bénéficie bien évidemment des garanties pour une mise en œuvre qui, quelque part, au travers du produit recyclé, devrait idéalement obtenir les mêmes garanties qu'un produit neuf. Cela pose effectivement à ce moment-là des problèmes indirects quant à la mise en œuvre du principe même du recyclage. Dans la mesure où il y a la question du transport, la question du stockage, et ils doivent quelque part être stockés et obtenir un endroit ou une agréation par rapport à la collecte des éléments, dans la mesure où l'origine des produits est pour nous particulièrement importante. C'est la traçabilité, dans la mesure où, à un moment donné, si maintenant nous avons, par exemple, des morceaux de bardage bois qui viennent d'origines différentes, ça pose effectivement la question sur la pérennité de les mélanger l'un avec l'autre et de donner une garantie quelconque par rapport à ces matériaux. Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, il faut faire le distinguo. C'est excessivement important par rapport à la garantie et il faut comprendre comment fonctionne l'assurance professionnelle des architectes. Elle couvre l'architecte par rapport à deux volets. Il y a la garantie vénielle et la garantie décennale. La garantie vénielle, c'est une garantie de bonne exécution, comme quoi le revêtement, j'ai déjà lâché le mot, que le produit recyclé tient à tout le moins minimum 3 ans. On prend un exemple par rapport à ça. Si maintenant vous avez une nouvelle construction avec des briques toutes neuves et qu'au bout de 4 ans, vous avez de l'efflorescence parce que les briques ne sont, entre guillemets, pas... il y a de l'efflorescence qui apparaît par rapport au problème des précipitations et des briques ou du rejointement qui transpire et qui fait apparaître du salpêtre, eh bien, le nouveau matériau ne bénéficie pas d'une garantie décennale. Il faut que quelque part le problème affecte la stabilité, le gros œuvre fermé. Je reviendrai plus exactement quelle est la définition du gros œuvre fermé. Par opposition, par conséquent, si maintenant vous avez un bardage, ce bardage peut, lui, être tout à fait recyclé. Il faut simplement veiller à ce que celui-ci, par rapport à l'assurabilité de nos confrères,
soit pérenne pour à tout le moins 3 ans. Passer ce délai de 3 ans et pour autant que ça n'affecte pas la stabilité du bâtiment ou l'étanchéité à l'eau ou l'étanchéité à l'air, eh bien, s'il y a des défauts de construction, des défauts dans le matériau, eh bien, l'assurance professionnelle de l'architecte n'est plus du tout engagée. Et donc, quelque part, ça met l'accent sur 2 volets. On serait peut-être tenté de vouloir récupérer, par exemple, des poutrelles métalliques qui, qui peuvent, entre guillemets, avoir subi des altérations, non pas au niveau de l'élasticité, parce que l'élasticité d'un métal, on le récupère, mais au niveau de la fatigue. Et c'est de là où on a une certaine importance quant à pouvoir resituer la traçabilité du matériau et par rapport justement aux frais inhérents, aux obligations que l'on a par rapport à la pérennité du produit mis en œuvre. Si maintenant, une poutrelle métallique, pour nous, si elle est mise en œuvre au niveau de la stabilité, eh bien, on ne peut pas la garantir. Dans la mesure où on n'a pas actuellement de label par rapport aux matériaux et on n'a pas de garantie quant à la stabilité. L'architecte peut avoir mis dans sa convention comme quoi, effectivement, il n'est pas responsable quelque part des défauts des matériaux. C'est une phrase que l'on retrouve fréquemment dans les conventions, mais il faut savoir qu'au niveau juridique, l'architecte qui fait le réemploi de matériaux structurels ne pourra très difficilement, si pas de manière impossible, se dépâtir par rapport à cette responsabilité. C'est pourquoi, au niveau de l'assurance, de l'assurabilité en tant que telle, tout ce qui touche aux grosses œuvres fermées doit quelque part être fait avec des produits recyclés et non pas des produits de réemploi. Donc l'important, c'est de retrouver un ATG par rapport aux poutrelles, de récupérer, de casser de nouveau. Il y a des entreprises qui cherchent d'anciens projets de projets de démolition pour récupérer les châssis, pour récupérer l'aluminium, pour récupérer le PVC, pour recycler ces produits-là dans de nouveaux produits. Ça, c'est parfait pour nous, ça ne pose pas de problème par rapport à la garantie décennale. Il y a un ATG, il y a un agrément dessus. Si maintenant on récupère un châssis qui a entre guillemets vécu et on veut le remettre parce qu'on aime avoir une certaine disparité, on veut avoir une architecture déconstruite, comme on peut retrouver une certaine typologie d'architecture. Je ne veux pas faire la concurrence avec l'ULG, mais Bruxelles a aussi son bâtiment mythique sur une université où on a Culot qui avait fait son architecture avec des éléments recyclés et une architecture déconstruite. Mais quelque part, si l'on récupère des châssis d'autres projets pour les remettre dans une nouvelle construction, on touche à ce niveau-là aux grosses œuvres fermées. Et là, on ne peut malheureusement pas le garantir. Alors, j'ai tourné quelque part dans les différents exposés et il faut simplement se rendre compte qu'il y a quelque part aussi à examiner les risques sanitaires et les risques techniques. Donc, on a très justement abordé la question des bâtiments des années 50, 60, 70, où il y a les produits de recyclage qui sont quelquefois affectés de la présence d'amiante. Ce type de revêtement d'où l'importance du tri, ce type de revêtement doit absolument être écarté d'un recyclage. Et la question de l'altération des produits
euh, par des phénomènes chimiques ou physiques doivent être effectivement pointés dans la mesure où il n'est pas question quelque part de réutiliser d'anciennes canalisations qui ont eu qui ont dû subir une électrolyse ou des altérations suite à une mauvaise mise en œuvre. On doit quelque part pouvoir garantir que le produit, c'est le résumé et la conclusion de mon exposé, que les produits mis en œuvre tiennent à tout le moins 3 ans et qu'on proscrit définitivement tout ce qui est produit recyclé dans ce qui concerne le gros œuvre. Gros œuvre fermé. Le gros œuvre fermé, dans le projet de Liège, au Sartillement, il est intéressant et il peut être, il est entre guillemets assurable dans la mesure où vous avez pu entendre qu'on s'est limité au niveau de l'habillage. L'habillage ne fait pas partie, le bardage en tant que tel, que ce soit un bardage en bois ou un bardage en pierre reconstituée, ne fait pas partie intégrante du gros œuvre fermé. Ceci étant, il y a quand même certaines limites à prendre en considération, parce que si maintenant vous avez un bardage qui se désolidarise, comme vous avez les panneaux de façade de l'ULG qui s'est désolidarisé et qui a fait l'objet de moult procès, je ne sais pas s'ils sont clôturés par ailleurs, parce que quelque part les panneaux de la façade se sont effondré sur la place de l'Opéra, c'est quand même, là, on rentre quand même dans la garantie décennale. Donc, il faut effectivement être attentif par rapport à la question de l'utilisation, et il faut être également particulièrement attentif quant à cette mise en œuvre. Ça génère quelque part des prestations de l'architecte, des prestations accrues pour s'assurer que effectivement le travail est bien fait, pour justement quelque part promouvoir un produit qui est un concept qui est en vogue, mais qui quelque part nécessite quand même que si un architecte a comme projet de mettre en route des éléments de recyclage dans sa construction, qu'il nous en fasse part afin que l'on puisse examiner le projet et de faire en sorte que, le cas échéant, on puisse adapter son projet par rapport à son assurabilité. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments assez intéressants et finalement qui, je trouve, sont peu, comment dire, partagés en ligne. Moi, quand j'ai fait un petit peu une recherche pour essayer de trouver justement des différents intervenants et un petit peu de s'informer sur le sujet, c'est vrai que peu d'informations ou de ressources sont disponibles, en tout cas en ligne, sur ces principes-là. Alors, je pense que ce sera peut-être intéressant qu'on puisse ensuite partager votre présentation. Euh, Avant qu'on reprenne peut-être et qu'on lise les questions dans le chat, d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les déposer, nous allons les lire une par une. Je voulais un petit peu réexpliquer la différence entre recyclage, réutilisation et réemploi, comme ça il n'y a pas de confusion dans la suite des discussions. Donc, le recyclage, c'est vraiment la réindustrialisation en fait d'un produit qui subit une transformation. Et alors, il y a plusieurs types de recyclage. Il y a le upcycling et le downcycling. Euh, le downcycling donc va diminuer finalement la valeur intrinsèque du produit, et le upcycling va essayer de trouver l'utilisation la plus valable pour un produit, pour garder son potentiel. Alors, ensuite, on a le réemploi qui semble une des stratégies pour maintenir l'énergie grise, c'est-à-dire toutes les émissions et toute l'énergie qui a été nécessaire pour produire l'élément, qui semble une des voies les plus logiques pour faire de l'architecture un élément de la durabilité globale.
Et nous avons également le réusinage, donc qui serait de prendre des matériaux, des objets, et de les redécouper, de les réusiner, de les remettre en forme dans différents produits. Donc ici, je pense qu'on a parlé de différentes choses. La nomenclature, entre guillemets, ou la définition de ces trois catégories varie bien sûr et est en train de s'affiner. Je pense que dans le projet de l'ULG, on a eu d'abord le réemploi de bois. Donc là, on voit vraiment qu'il s'agit de réemploi parce qu'il n'y a pas spécialement de transformation ou de repassage dans chez un fabricant ou chez un industriel. Et alors, nous avons ces déchets, ou en tout cas ces morceaux de pierre qui ne sont pas utilisés, qui pourraient être plutôt effectivement du recyclage, puisque pas déjà employés dans un bâtiment. Alors, moi, ce que je trouve un petit peu intéressant, et en tout cas, enfin, je suis un petit peu surpris de ce que j'ai entendu, et je pense que c'est vraiment très intéressant qu'on en parle, c'est le rapport, par exemple, on a pris l'exemple des poutrelles par rapport à la décennale et Oui. aux gros œuvres fermées. Ici, donc, en Wallonie, il y a une filière poutrelle, donc avec des industriels de la métallurgie qui se met en place pour justement récupérer des poutrelles de réemploi, donc des poutrelles qui ont déjà servi dans un bâtiment, qui effectivement gardent, comme vous l'avez dit, certaines caractéristiques comme par exemple la flexibilité, mais qui également auraient pu subir une fatigue tout simplement. Alors ici, je pense qu'ils sont en train de mettre au point donc une réindustrialisation, en tout cas une validation technique de ces éléments-là. Selon vous, donc, on ne pourrait pas réutiliser ces poutrelles dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une extension? C'est une question excessivement intéressante dans son concept. Sur le principe, on n'est pas opposé. Ceci étant, il ne faut pas perdre non plus de vue que quelque part, aussi bien Bill Wise, CSTC, que l'université ou au niveau des essais, fait valoir comme quoi il y a différents types de métaux, il y a différentes catégories d'acier, et donc, quelque part, à un moment donné, et il y a différentes origines également. Et les normes de fabrication, par exemple, je n'ai rien contre les aciers chinois, mais il y a des différentes origines possibles avec une fabrication avec des qualités différentes. Et donc, si on les incorpore sans nécessairement avoir une traçabilité de l'élément, ça pourrait effectivement poser problème. Le problème, c'est la traçabilité. Si maintenant vous avez une poutrelle qui vient d'un chantier, d'un entrepreneur euh, qui a construit et qui a un surplus parce qu'il a mal dimensionné des poutrelles et qu'il doit les remettre ailleurs sur un autre chantier, pour nous, absolument aucun problème. Puisque quelque part, l'ingénieur STAB ou l'architecte peuvent quelque part resituer, retrouver une certaine traçabilité, et ce genre de mise en œuvre ne pose absolument aucun problème. Là où, personnellement, je suis un petit peu plus réticent, c'est effectivement si, par rapport à l'origine, si maintenant on vient à importer des poutrelles en acier de pays qui n'ont pas les mêmes normes européennes quant à la fabrication, là, effectivement, à mon sens, ça deviendrait dangereux de les incorporer dans un bâtiment qui, quelque part, doit garantir une certaine stabilité. Elle doit garantir une stabilité de minimum 10 ans. Et donc, quelque part, le projet de recycler est intéressant, mais il doit quelque part être normalisé, et les éléments doivent faire l'objet d'une législation derrière. Si maintenant on ne les a pas avalisés par rapport à des normes, ça pose effectivement un problème en tant que tel par rapport à ce concept en tant que tel. Ceci étant, Arco reste toujours attentif, et nous restons à l'écoute de ce type de mise en œuvre, Très bien. mais nous ne souhaitons pas que
ceci soit généralisé chez tous les confrères. Le dossier doit être quelque part présenté chez nous Oui, afin que l'on puisse examiner l'assurabilité du projet très intéressant. Alors, et mettre en place effectivement des ouais, critères. je vais me permettre. Alors, malheureusement, Anne-Françoise Marie va devoir nous quitter. OK. J'aimerais d'abord la remercier, en tout cas, pour sa présentation très intéressante. Je suppose qu'on pourra peut-être échanger, en tout cas en privé ou dans le cadre de nos différentes missions, sur tout ce qu'on a entendu, car c'est très intéressant. On voit l'émergence d'une sorte de méthodologie, en tout cas, dans la façon dont vous traitez donc cette rénovation énergétique en lien aussi avec le réemploi. Je pense que ça a été très bien situé et très bien expliqué. Donc voilà, je voulais vous remercier Merci. d'avoir participé à ce webinaire. Et alors, on se retrouvera, j'espère, dans d'autres cadres. Voilà. Plaisir Euh, et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, alors donc, si je me permets peut-être de résumer ici. Donc, on voit que le réemploi est une nécessité dans la conception d'architecture durable. C'est aussi un type une nouvelle industrie qui permet justement de faire une économie plus circulaire, donc qui permet également aussi d'avoir un attrait donc sur des emplois locaux. Euh, et donc, on voit différentes choses émerger, comme cette filière poutrelle. Et donc, selon vous, il n'y a pas d'impossibilité à mettre en œuvre des éléments structurels dans le cadre d'une nouvelle construction, mais il faudrait donc qu'il y ait une forme de traçabilité, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il faudrait que tous les éléments soient testés? Est-ce que tous les éléments, un par un, Non, non. doivent avoir un ATG? Euh, Non, Non, sinon ça perd tout rendement financier par bien rapport au sûr, projet. c'est très cher Euh, les tests. Ceci étant, la traçabilité est très très importante par rapport à l'origine. Parce que si maintenant vous avez par exemple un bâtiment que l'on déconstruit et qu'il date de 1950, il ne s'agit pas de mélanger les poutrelles de 1950 à 1980, vous Bien, voyez? bien sûr. C'est effectivement, on déconstruit un bâtiment, on stocke, on Et donc, labellise qu'est-ce qui les pourrait... poutrelles et co- on fait, le cas échéant, si on a le moindre doute, un test euh, de Voilà, oui, perforation du métal pour voir s'il a une résistance suffisante par rapport à l'objectif à atteindre. Et ce très test bien. est Et réalisé à ce moment-là par l'ingénieur STAP qui a effectivement une responsabilité quant euh, à la réalisation de son test. d'accord, donc j'ai deux réponses, enfin deux questions un peu subsidiaires à ceci. Donc effectivement, mélanger des lots pour des raisons techniques et structurelles peut s'avérer quelque peu C'est plus difficile. complexe, Oui, difficile. La réalité du réemploi, en tout cas, dans une certaine partie, c'est aussi justement de travailler avec des plus petits lots en fonction des déconstructions ou des fins de stock, des choses comme ça. Donc, à la fois, il y a cette logique d'essayer de garder une homogénéité technique dans les matériaux, mais de l'autre côté, au niveau du sourcing, on va avoir parfois des sources assez disparates. Et c'est pour ça qu'on va devoir donc apprendre à mettre en œuvre, entre guillemets, des plus petites quantités de matériaux. Et je pense aussi que ça touchera à la thématique de l'esthétique dont oui. Anne-Françoise a parlé et que vous avez également évoqué. Donc, c'est vrai qu'en termes d'esthétique, nous allons peut-être devoir nous faire l'œil ou apprendre, en tout cas, à apprécier de, de nouvelles, euh, de nouvelles façons de faire l'architecture. Euh, Au niveau de la traçabilité, donc on comprend bien votre propos, quelles sont finalement les sources d'informations que vous trouveriez valables justement pour que vous, en tant qu'assureur, puissiez
déterminer la faisabilité ou d'une assurance d'un projet. Est-ce que la figure de l'inventoriste qui est en train un petit peu d'émerger dans le monde du réemploi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait valoir dans votre schéma? Bien sûr, ça peut rentrer dans ces critères, mais faut-il que ces critères existent, vous voyez? Et actuellement, aujourd'hui, il y a rien. Et donc, le législateur et les entrepreneurs via le CSTC, excusez-moi, c'est Oui, des initiales que j'aime utiliser souvent, doivent quelque part faire la promotion et les examens pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une labellisation euh, de cette filière. C'est le plus important. Donc, pour d'accord. moi, c'est effectivement que ce soit par rapport à du bois. euh, le bois me pose nettement moins de problèmes que l'acier, dans la mesure où le bois, quelque part, on l'utilise plus facilement au niveau d'un bardage, au niveau on peut le réusiner, on peut le découper, on peut en faire un bardage de façade, mais où on travaille non pas au niveau de la stabilité, mais au niveau du parachèvement. Tant Très bien. qu'on travaille au niveau du parachèvement, on est beaucoup plus ouvert Donc, c'est vrai qu'il y a une à facilité apprécier. au niveau du parachèvement et des finitions. Si on s'oriente vers des scénarios comme par exemple en France, où dans les marchés publics, justement, on va avoir une demande de jusqu'à 20% de matériaux de réemploi, on va devoir petit à petit aussi s'atteler à faire en sorte que les éléments de gros œuvres et structurels puissent, en tout cas, faire partie du prisme du réemploi. Tout à Je pense fait. par Mais exemple par rapport à à cette un projet assez législation en exemplaire France, qui est à Bruxelles, qui est en train de se terminer, qui est le Recyca. Donc ici, on a pris des grands éléments structurels de lamelé collé et qu'on a remis en œuvre. Et on voit justement qu'en termes de pourcentage de réemploi, on arrive à des rendements assez intéressants et des pourcentages basés sur le poids. Donc ça, c'est aussi une des questions qui arrive, c'est le pourcentage, quelle unité on utilise dans le pourcentage de matériaux. Mais ici, on voit que c'est quand même assez possible. Donc effectivement, il faut que les législateurs et les différents comités techniques puissent faire en sorte qu'on arrive à un cadre plus... l'exemple que vous venez d'aborder est très intéressant. Oui, Le lamelé collé. Parce que là, on récupère du bois qui est sec, qui est quelque part, qui a son âge, oui, mais qui n'est pas attaqué par le xylophage parce qu'on a vérifié et oui. qu'il n'y a pas de termites non plus dedans. Et tous ces éléments-là peuvent faire en sorte que les éléments qui risquent d'être, entre guillemets, polluants sont écartés et on met en œuvre quelque chose, des éléments qui sont anciens, mais Mhm. qui sont rabotés de nouveau. Voyez? Ouais. On les encolle et on obtient de nouveau un produit qui a une résistance comme un produit fini. Ce type d'exécution ne nous pose aucun problème en tant que tel. Mais Alors moi, simplement, si je vous parlais aviez une vraiment WIT d'éléments 23, de réemploi, des éléments de CLT déjà utilisés comme éléments de CLT, pas un réusinage d'éléments de bois qui redeviendrait une poutre neuve, entre guillemets. Là, c'est un projet où on a déjà des éléments structurels qui ont été utilisés dans une écurie oui, et qui servent maintenant de base à la toiture du Reciparc. Donc là, il a déjà été utilisé. Il n'y a pas il y a eu un contrôle technique et visuel et avec il des faut tests. effectivement qu'il y ait un contrôle technique de bonne exécution et c'est envisageable, oui, c'est Très bien, envisageable. d'accord. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je vais me tourner maintenant vers le chat pour voir un petit peu ce que nos Oui. participants voudraient savoir.
Dernière petite chose, donc on voit que c'est un cadre en développement. Comme je l'ai déjà énoncé, il y a assez peu, je trouve, de ressources en ligne. Est-ce que vous sauriez peut-être par la suite ou par email, pour que je puisse redistribuer à tout le monde, nous citer des sources ou des ressources ou des guides, peut-être plutôt sur la partie assurantielle? Est-ce que vous en connaissez certaines ou alors on doit vraiment avoir un travail de recherche en profondeur juridique? Nous allons faire une collecte d'informations que nous allons vous envoyer par mail pour que vous Super, puissiez le joindre à l'exposé. Euh, Au moins, celui-là, on a été épargné de vous présenter quelque chose qui n'était pas fini pas de souci. et qui a eu l'avantage d'être davantage dans la spontanéité. Euh, Très bien. Mais je pense on a pu traiter les sujets principaux. Alors, on va essayer de se tourner vers les participants. Alors, il me semble que donc la question de Vincent sur une référence à la semaine passée où on parlait des poutres en bois, je pense qu'on y a répondu vu qu'il faut vérifier qu'elles ne soient pas attaquées par des termites ou des champignons, effectivement. Alors, on a Adèle Haug qui nous remercie pour ce webinaire. Alors, une autre question de Vincent. Alors oui, donc ici il y a une question assez spécifique, mais je pense qu'on va pouvoir peut-être réétendre au cadre général. Donc ici on nous parle de réemploi de gîtes de toiture en pente, et on a Vincent qui nous fait part donc d'une expérience qu'il a vécue, où le maître d'ouvrage avait justement voulu réutiliser ces éléments par souci écologique. Euh, L'ingénieur était apparemment d'accord, mais c'est au niveau de l'entrepreneur qu'effectivement ça semblait accroché. Et donc voilà, ici on reparle justement la complication parfois que certains éléments de réemploi euh, euh, ont par rapport à des matériaux plus neufs. Et donc c'est vrai qu'ici on a dû apparemment rectifier ces gîtes pour pouvoir atteindre une planéité proche peut-être du plancher OSB ouais. neuf. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est en développement. En ayant eu la chance comment dire, de visiter différents récupérateurs de matériaux, on sent qu'il y a véritablement une expérience empirique et aussi une méthodologie qui se met en place. Et donc, on va petit à petit développer justement des spécialisations ou en tout cas plus de connaissances sur les matériaux de réemploi. Et ça permettra ensuite, donc, je pense, de les mettre en œuvre dans certains types de scénarios qui seront bien choisis. Et peut-être que ici, on est dans une phase de test et on se rendra compte que certains éléments sont plutôt à réemployer dans ce type-là, dans ce type de projet-là, un autre type d'éléments dans un autre type de projet, et peut-être qu'on trouvera quelques matériaux qui sont effectivement pas rentables ou en tout cas pas intéressants de remettre en œuvre. Simplement, si vous me permettez, je vais Oui, quand bien même sûr. faire une petite remarque par rapport à ça. Oui, Euh, les gîtes ou les éléments que l'on a récupérés d'une toiture, je peux comprendre un entrepreneur qui est quelque part, entre guillemets, plus enclin à être réfractaire à la réutilisation de ces éléments-là, dans la mesure où, quelque part, la législation actuelle fait en sorte que l'exécution qu'il met en œuvre oui, doit quelque part être garante d'une bonne exécution et de tenir dans le temps. Si maintenant, on le voit souvent chez nous malheureusement, vous avez un maître d'œuvre qui vient récupérer l'une ou l'autre chose et qui, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, vient interpeller l'entrepreneur qui a sa garantie décennale souscrite. Il vient interpeller l'ingénieur stable ou son estimé architecte en disant: ah oui, mais si je savais que ça allait poser problème, j'aurais préféré mettre du nouveau matériel
plutôt que… Et quelque part, votre responsabilité indirecte est engagée par rapport au choix, parce que vous avez l'architecte qui a une obligation de conseil. Oui, vous m'avez mal conseillé, et si effectivement je dois refaire la toiture parce que euh, euh, elle pose problème, je ne l'aurais pas souhaité l'exécuter avec des matériaux de réemploi. Vous voyez, le pendant est très rapide entre les aspirations et les considérations d'aujourd'hui par Oui. rapport à des débours qui pourraient arriver et qui chercheraient à être éludés par rapport notamment aux assurances. C'est là où on tient à quand même mettre un petit peu le doigt dans la porte pour faire en sorte qu'effectivement, il faut effectivement privilégier des nouvelles solutions, éco-énergie, etc. Mais il faut quand même rester conscient qu'un propriétaire lambda peut, le cas échéant, remettre en cause ses choix premiers. Et quelque part, c'est au travers de l'architecte qui fait choix de mettre en avant des produits de réemploi, qu'il le mette clairement dans le cahier des charges et qu'il le fasse quelque part à ce que le maître d'ouvrage puisse en prendre conscience pleinement. Ceci étant, ça ne dédouane pas l'entrepreneur ni l'architecte. Si maintenant le maître d'œuvre, qui est par exemple un propriétaire lambda qui construit avec des produits recyclés et qui après revend son bien avec un propriétaire qui rencontre des problèmes au niveau de cette toiture, de ce voligeage, et qui dit: ah oui, mais moi, c'est pas moi qui ai construit, je dois quelque part avoir une garantie décennale, et le cas échéant, la garantie décennale va être impactée auprès de l'entrepreneur avec sa garantie décennale, et le cas échéant, on pointera immanquablement aussi un pourcentage à charge de l'architecte par rapport à des fautes, même s'il ne les a pas indirectement commises. Et donc, quelque part, il faut effectivement être sensible au fait que c'est bien d'utiliser des produits de réemploi, mais il faut être conscient que quelque part, on pourrait moins bien dormir. En tout cas, par rapport à l'architecte, euh, il peut quelque part être appelé, même manière indirecte, à la cause par rapport à un manque de conseil. C'est pour ça que, quelque part, si on essaye d'incorporer des produits de réemploi dans la structure, les insomnies seront de 10 ans, en lieu et place d'un recyclage de produits dans un parachèvement qui, au bout de 3 ans, est terminé. Merci, au revoir. D'accord, vous faites bien de le rappeler. Peut-être si on peut revenir alors sur la mission de conseil de l'architecte. Si un architecte, comme le soulignait donc notre participant Vincent, promeut donc l'utilisation de ces éléments de réemploi dans la toiture, où se trouverait le défaut de conseil de l'architecte alors? À quoi va-t-on se référer pour déterminer donc le problème dans le conseil de ce réemploi? Tout dépend, effectivement. On reste ouvert par rapport à cette analyse parce que quelque part, on la retrouve très souvent. Euh, Ceci étant, il faut savoir que euh, l'architecte reste quelque part, entre guillemets, en première ou en deuxième ligne s'il y a des défauts par rapport à une construction. Et donc, quelque part, c'est bien de mettre en œuvre des filières de recyclage, mais il faut être conscient qu'effectivement, le matériau, s'il est mal utilisé ou mal récupéré parce qu'il présente des défauts, peut générer un sinistre. Et donc,
on reste attentif à ça. On est enclin à favoriser, c'est l'ADN de Arco, de favoriser une quête de relations ou de développement de nouveaux produits, mais il faut que quelque part, on ne peut pas se dédouaner, l'architecte ne peut pas se dédouaner de ses éventuelles responsabilités en faisant fi de ses propres responsabilités et des responsabilités de l'entrepreneur. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une logique de conception d'un bâtiment avec des éléments circulaires et donc de Oui, réemploi, c'est vrai que on voit déjà la structure entre guillemets des interventions et des interactions entre les différents participants qui changent en fait. Donc, je pense qu'on va euh, plus travailler par bow team, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de convoquer un petit peu tous les acteurs, l'entrepreneur, le fournisseur de matériaux de réemploi, les concepteurs, l'ingénieur, etc., au préalable, pour qu'il y ait justement un partage de compétences et aussi peut-être un partage de de responsabilités. responsabilité. Effectivement. Donc ça, Mais ce ça sont fait quand même partie de des pistes. l'analyse, Oui, effectivement. Et donc, quelque part, j'en reviens toujours, si un architecte a un projet de vouloir réutiliser, de recycler des produits de construction, projet, on peut le promouvoir, mais quelque part, il ne doit pas le faire, entre guillemets, de son côté et se dire après coup, voilà, il doit non, non, ça quelque doit être part, évalué au préalable. ça doit être, Très bien, nous devons évaluer le risque. très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je pense que on a bien fait le tour de cette question-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir tous un petit peu réfléchir, car oui, effectivement, il va falloir qu'on réutilise plus d'éléments de réemploi et ben voilà, ça suscite voilà des interrogations et encore de la prudence par rapport Tout à à fait. certains éléments. Malheureusement, donc notre intervenante a dû nous quitter. Euh, je voulais revenir sur un élément dont elle avait évoqué, qui est peut-être un petit peu différent du cadre assurantiel, c'est au niveau donc des marchés publics. Donc, elle évoquait le fait que parfois il y avait des problèmes justement dans la constitution des marchés publics pour les projets. Ce que je voulais soulever, c'est que depuis 2, 3 ans maintenant, dans les clauses du CCTB, il y avait justement des clauses au niveau du réemploi. Et donc, ça permettait également d'écrire ou en tout cas de constituer un dossier de marché public de manière différente et d'y ajouter justement cette partie-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions et des différents sujets. Je voulais remercier donc nos 2 intervenants ou nos 3 intervenants. Merci d'avoir pris part justement à ce webinaire j'espère qu'il aura clarifié un petit peu la question. On voit que c'est en cours de rodage, entre guillemets. On voit Tout à qu'il y a une fait. volonté du côté euh, de l'assureur. Donc ça, c'est intéressant. C'est plutôt, ça nous pousse vers l'avant. Et donc, voilà. Nous allons également dans les mois qui suivent, faire un webinaire sur la question de la biodiversité qui rentre de plus en plus également dans les pratiques des architectes. On peut en retrouver maintenant également des besoins dans certains marchés publics. Et alors, je vous refais un petit peu de pub par rapport à notre accompagnement, donc de bureau d'architecture. Donc, n'hésitez pas à contacter la cellule facilitateur environnement sur le site de l'UA. Et nous vous proposerons alors un accompagnement sur des thématiques de durabilité et autres. Voilà, merci à tous. Vous allez pouvoir retrouver donc les 2 enregistrements des webinaires dans les semaines qui suivent. Et alors, nous vous rediffuserons peut-être les éléments de présentation des intervenants. Un grand merci Parfait. et excellente fin Parfait. de Au midi. revoir. Au revoir.